Bonjour à tous, le football vous manque, l'Europe des 11 vous manque, nous aussi. Alors on avait envie en tout cas de vous parler un petit peu de football. Donc ce qu'on vous propose, c'est ce nouveau format qu'on a pu imaginer ici maintenant. On va essayer de se retrouver tous les lundis pour vous compenser un petit peu votre manque de football. On est en confinement pour le moment et malheureusement tout le monde est dans la même situation. On va parler foot et on va parler de Kevin De Bruyne aujourd'hui. On vous explique dans un instant le principe de l'émission, mais vous présenter auparavant ceux qui sont aujourd'hui avec moi, que vous découvrez. Vous connaissez Bruno. Salut, comment ça va en ce moment? Confiné comme tout le monde, mais tout va très très bien. Bon, Pat, très heureux de te retrouver aussi. Ouais, Bonjour. bon, l'actualité, le football, tout ça, tout ça est perturbant pour le moment. Oui, bah, on est en manque, donc voilà, c'est bien de se retrouver, de vous voir pour en parler. Je crois que ça va nous faire plaisir de parler foot. En plus, avec De Bruyne, il y a de quoi dire, hein. Et puis, vous connaissez certainement Vision du jeu, puisqu'on en parle très régulièrement sur notre antenne. Par contre, ce que vous connaissez peut-être moins, c'est le visage de celui qui est derrière Vision du jeu. Alors, on va le retrouver aujourd'hui pour cette première émission. Christian, bonjour. D'abord, Bonjour à vous, bonjour à vous. Très content. comment ça se passe pour le moment? Et puis, une deuxième question subsidiaire, qu'est-ce que Vision du jeu aujourd'hui va nous apporter? Je vais essayer d'être le support de toutes vos interventions et essayer à l'épreuve des faits de confirmer ou d'infirmer ce dont vous parlez. Donc voilà. Sinon, pour le reste, il y a toujours beaucoup de boulot parce qu'il y a toujours des choses à analyser et même si on est en confinement, on peut toujours préparer quelque chose pour la saison prochaine ou pour les semaines à venir. Alors, l'épreuve des faits, c'est bien de le dire parce que c'est un petit peu le principe de ce qu'on veut mettre en fait en place. Patrick, on va parler de Kevin De Bruyne. La question évidemment sur Kevin De Bruyne, et on l'a choisi parce que c'est évidemment un des joueurs préférés de nos Belges aujourd'hui. Mais la question, c'est est-il le meilleur joueur du monde? Maintenant, on ne s'est pas posé cette question comme ça. On va essayer quand même un petit peu de structurer notre réflexion. Oui, on va structurer la réflexion. Meilleur joueur, meilleur milieu, meilleur attaquant. Déjà, ça va être une de nos premières questions. On va avoir plusieurs sous-questions à la grosse question que tout le monde se pose. Où situer Kevin dans le gratin des joueurs du monde? Donc, on va s'interroger à son profil. On va avoir un petit jeu de comparaison aussi, parce que ça fait partie de l'ère du temps, de comparer les individualités dans ce sport collectif. On s'intéressera à sa personnalité également, qui est un petit peu différente dans le monde du football. Et puis, on se posera des questions de conclusion, voir ce qu'il peut ou ce qu'il doit encore mieux faire pour marquer définitivement l'histoire du foot. Bon, moi je propose de démarrer peut-être par son parcours, en tout cas un rapide rappel de son parcours. Bruno, ça fait un moment déjà qu'on le voit courir là sur les terrains. Ça a commencé à Genk et puis depuis lors, il n'arrête pas de nous épater. Ah, quand on parle de titres, il en a eu en Belgique, il a été détonnant avec Genk. En Allemagne, il a quand même été en Bundesliga à un moment donné de sa carrière, meilleur passeur aussi. C'est pas rien, meilleur passeur en Première Ligue, champion avec Manchester City. Ce sont des joueurs hors normes. Et puis, ce qui plaît terriblement avec lui, c'est qu'il est joyeux dans le jeu. Et ça, c'est formidable pour nous qui commentons ce genre de rencontres. Bon, Christian, oui, vas-y, Pat. Il faut ajouter, quand on parle de Kevin De Bruyne, je crois que c'est moderne, Jean-François. Footballeur moderne, il symbolise aussi l'évolution du jeu depuis quelques années. Bon, Christian, quand on parle on va d'abord voir peut-être des premiers chiffres le concernant. On va se concentrer peut-être sur son parcours en Angleterre, puisque on sait aussi que Vous-Sport, c'est un des ADN de Vous-Sport, c'est évidemment la Première Ligue et le championnat d'Angleterre. Qu'est-ce qu'on peut dire de manière générale sur lui pour démarrer ce débat? Qu'il est très très efficace, évidemment. C'est le propre des joueurs de ce niveau-là, du haut niveau. Et donc, quand on observe son passage à Manchester City, on voit quand même qu'il a été 94 fois décisif depuis son arrivée. La première saison, c'était sous Pellegrini, mais après, c'était avec Guardiola. Et donc, il est quand même, rien qu'en Première Ligue, il est quand même à 31 buts et 63 passes décisives, ce qui fait de lui un joueur exceptionnel. 94, le chiffre 94, c'est bien l'accumulation des buts et des assists. Donc, on parle bien du moment où il a été décisif depuis son arrivée en Angleterre. C'est ça, 31 buts et 63 passes décisives. C'est assez exceptionnel. On sait en plus que il ne donne même pas les pénaltys. Non.
Non, il est absolument. Il a tiré un penalty, je crois que c'était la saison avec Pellegrini, et il l'avait raté. Il l'avait tiré à droite, il l'avait raté. Donc depuis lors, en première ligue, c'est plus Il y lui en a. qui tire les penaltys. Même s'il a marqué le penalty contre le Real Madrid en Ligue des Champions, mais sinon, il n'avait pas marqué de but sur penalty depuis son arrivée à Manchester City. On parle de but et d'assist, bien sûr, mais c'est un tisseur de liens exceptionnel. Donc, Mais c'est on ça va que pas j'allais rentrer dans les... Non, mais c'est ça que j'allais te demander justement quand on parle de lui, où est-ce qu'on le situe, même si on va évidemment évoluer dans la conversation, mais au départ, c'est quoi comme joueur? Ben, on sait presque avec certitude que c'est pas un numéro 9, parce que quand on voit Agüero à City ou à Cristiano Ronaldo, on y reviendra, c'est peut-être pas un numéro 9. Après, la question c'est, est-ce que c'est quelqu'un qui va jouer dans le dos d'un attaquant, ou est-ce que c'est plutôt quelqu'un à partir des flancs? On verra un peu ses statistiques aussi au niveau des assists. Ce qu'il y a, c'est qu'il a un ordinateur de bord dans le cerveau, ça c'est clair, et qu'il a les poumons et les gestes techniques pour alimenter tout cela. Et il est vraiment tellement complet. Ouais, on n'échappera pas au jeu de la comparaison, évidemment. Si je vous pose, je sais pas, moi, la question maintenant, c'est de savoir est-ce que c'est un milieu de terrain, est-ce que c'est un attaquant, est-ce que c'est un joueur offensif, est-ce que c'est un joueur de transition, où est-ce qu'on le situe? Ouais, figurez-vous que moi, j'ai eu l'occasion de l'interviewer il y a quelques semaines pour un livre qui devait paraître sur l'Euro 2020, mais qui voilà, ne paraîtra pas. Mais je lui avais posé cette question justement de où il se situait dans le jeu par rapport peut-être au jeu des diables. Donc, je vous propose de lire sa réponse. Et puis après, vous voyez, lui, il dit de toute façon, j'aime jouer partout. On me pose souvent des questions tactiques. Mais moi, quand je joue, je pourrais évoluer comme milieu def, comme milieu offensif, comme attaquant à droite ou à gauche. En club, je joue souvent milieu central. C'est là que j'ai quand même le plus de repères. J'ai environ joué 200 matchs sur mes 500 à cette place-là. Mais je peux jouer dans toutes des places différentes. Au début de ma carrière, j'ai joué milieu ou attaquant. Et de toute façon, il faut toujours adapter son jeu à celui de son équipe et à celui de l'adversaire. Donc, même lui, au final, ne répond pas. Ça trahit aussi des traits de sa personnalité qu'on analysera tout à l'heure. Mais voilà, lui n'a pas de réponse ni de préférence. Oui, mais si jamais alors on va jouer au jeu des comparaisons, on va y aller. Si on imagine maintenant, voilà, Kevin De Bruyne comme milieu de terrain, on le compare à qui et qu'est-ce qu'on a choisi comme panel un petit peu pour essayer de faire ce choix? Si on estime qu'il est milieu de terrain, voilà, on a décidé de le comparer avec des joueurs de son calibre dans les différents championnats du top. Et donc, on a choisi Miralem Pjanic, on a choisi Luka Modric, on a choisi Thiago Alcantara et alors la nouvelle recrue de Barcelone, Frenkie de Jong, qui vient de la Hollande. Et donc, vous pouvez voir sur le graphique, sur l'infographie, vous voyez qu'il est le deuxième en termes de matchs joués en première ligue, donc en championnat national comparé aux autres, et il est celui qui est le plus effectif avec 31 buts et 63 assists. Vous pouvez observer les autres, même des joueurs qui ont quand même une réputation très importante. Ça reste quand même, Modric, ça reste quand même très faible et Alcantara en termes d'efficacité par rapport à Kevin De Bruyne. On a mis tous des relayeurs, là, on est d'accord. Hein, c'est des joueurs. On ne l'a pas positionné non plus dans un rôle de milieu défensif. On est dans un rôle de milieu de terrain, mais milieu de terrain, relayeur, passeur. C'est ça. On a un potentiel ballon d'or, alors avec certitude, hein, quand on voit ces chiffres-là. Oui, enfin, j'ai un petit peu le même sentiment. Si maintenant on fait la même démarche, mais qu'on le compare à des joueurs plus offensifs, est-ce que ça change les chiffres? On l'a comparé. J'ai essayé en fait d'éliminer de ce classement Messi-Ronaldo parce que ça c'est du hors norme et rien qu'en but marqué, ça dépasse largement les passes décisives de tout le monde. Donc, on l'a comparé en fait à son partenaire de club, Bernardo Silva, Angel Di Maria, qui est quand même une valeur sûre depuis des années partout où il est passé. Évidemment, son compatriote en équipe nationale qui est Eden Hazard et Neymar, qui, malgré quand même beaucoup moins de matchs joués sur ces 4-5 dernières saisons, il est quand même performant. Et là, on voit quand même qu'il se situe dans la moyenne. Donc, il est troisième. Neymar est au-dessus du lot avec Angel Di Maria, mais il est devant son compatriote de club, Eden Hazard, et son compatriote Bernardo Silva. Oui, d'où sa réponse en fait à ta question, Pat, en fait.
Oui, ben voilà, il a cette faculté aussi, c'est ce qui fait sa force par rapport au Mjolnir qu'on a vu avant et par rapport à ce superbe Carredas qu'on a mis à côté de lui là, c'est que lui, il s'est joué dans les deux rôles, parce qu'on ne voit pas Bernardo Silva descendre plus bas, Maria l'a fait un petit peu avec le Real à l'époque Ancelotti peut-être, mais Eden ne descendra jamais dans le cœur du jeu si bas en tout cas, et on ne voit pas Neymar non plus faire ça, parce que quand Kevin joue plus bas, il a aussi un travail défensif assez intéressant, parce qu'il va aller récupérer quand même ses 3, 4, 5 ballons en moyenne par match. Et ça, c'est un plus qui ne se traduit pas dans les statistiques offensives, mais c'est un plus par rapport aux autres. Mais moi, pour moi, il y a un Je truc. trouve intéressant dans l'observation par rapport, enfin, quand je regardais par rapport au milieu de terrain et aux attaquants, euh, dans les styles de jeu de Neymar et d'Eden Hazard, ils aiment bien recevoir le ballon même à l'arrêt et créer une action, déclencher une action individuelle, alors que lui, en observant encore hier ses buts et ses assists, il aime avoir un relais, donc il aime laisser un ballon facile et puis se déplacer. Il a un sens kinesthésique extraordinaire, il parvient à sentir où il y a l'espace qui lui permet de pouvoir, après, quand il reçoit le ballon, soit d'accélérer ou soit de déterminer une passe décisive. Et ça, je crois que dans ce domaine-là, il est un des plus forts dans les déplacements sans ballon, c'est formidable. Ouais. J'ai le sentiment, de toute façon, quand on vient de voir les deux infographies, en fait, si on résume un petit peu, on a directement une information qui est importante, c'est que dès qu'on le compare à des milieux de terrain, il est au-dessus, il est beaucoup plus efficace que l'ensemble. Voilà. Et quand on le compare à des attaquants, ou en tout cas des joueurs plus offensifs, il est un tout petit peu en dessous, ce qui révèle bien ce rôle hybride qu'il a un peu entre les deux. C'est ce que Bruno, tu disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment cette idée-là, voilà, c'est un cerveau avant d'être bon, c'est un joueur de football qui se sert de son cerveau. Et il y a un mot qui correspond très très bien avec Kevin De Bruyne, c'est le mot liberté. Il a besoin de liberté, il va chercher la liberté, il arrive toujours à trouver de la liberté et il offre de la liberté aux autres. Et donc ça, c'est assez exceptionnel, cette faculté quand même dans un domaine qui est limité par des normes, par des défenseurs, par des limites de jeu, à quel point il arrive à rendre un système libre et ce ballon libre. Vous l'oubliez une demi-seconde, il vous envoie un assist ou il vous envoie une frappe au rectangle. C'est assez exceptionnel. Je pense même que ce garçon-là pourrait jouer demi-défensif le jour où il n'a plus les poumons nécessaires. Hein. C'est exceptionnel. Je veux partager encore ce tableau avec vous que j'ai encore découvert avant de commencer l'émission. Voilà, je pense qu'en termes d'assists en championnat national sur les 5 dernières saisons, il est à la hauteur de Lionel Messi et de Hakim Ziyech de l'Ajax et devant Thomas Müller et Luis Suarez et Angel Di Maria. Ce sont des stats exceptionnels. Ouais, surtout qu'il a cette saison 2018-2019 là dans l'avant-dernière colonne où lui n'a quasiment pas joué, alors qu'on voit que tous ceux qui sont à égalité de lui en haut du classement ont une saison. Exactement. Ouais, Exactement. Alors simplement, on a des chiffres d'efficacité d'une part, de comparaison d'autre part. Il y a une chose qui est importante évidemment quand on parle d'un joueur comme De Bruyne, quand on parle d'un grand joueur, il y a ceux qui sont performants dans les petits matchs, on va dire ça comme ça, et puis il y a ceux qui sont performants dans les grands matchs. Et c'est vrai que De Bruyne nous a habitués à ça. Enfin, moi j'ai encore en tête évidemment les moments décisifs en équipe nationale, mais c'est sûr que les supporters de City se réjouissent avant tout parce que c'est pas le gars qui fait la différence uniquement dans les petits matchs. Non, tu fais bien, Jean-François, de prendre l'exemple de l'équipe nationale parce que j'ai un peu regardé ses chiffres en équipe nationale. Il a marqué 19 buts et sur les 19 buts, seulement 4 en amical, donc 15 dans des rencontres officielles de qualification et 2 en grand tournoi et pas à n'importe quel moment du grand tournoi. C'est un but contre les États-Unis en 8e de Coupe du Monde et le but contre le Brésil en quart de Coupe du Monde. Donc voilà, il sait quand même prendre les choses en main. Il y a une petite anecdote le concernant aussi, c'est qu'à City, déjà à l'époque Mancini, et c'est resté depuis à City, on fait des tests de salive la veille des grands matchs. Guardiola a gardé ça, des tests de salive pour déterminer le taux de stress des joueurs. Et De Bruyne, c'est toujours celui qui a le résultat le plus négatif, donc le moins de stress au niveau de la salive. Voilà, donc ça, il a ce détachement, il a sa confiance en lui par rapport à tout ça et ça dénote de sa personnalité, de sa capacité à briller dans les grandes rencontres. Mais je pense que c'est un beau mot que tu utilises, le terme personnalité. C'est un gars à part, en fait. On a le sentiment que c'est un type, le flegme à l'anglaise, si on peut dire ça comme ça. C'est vrai que ses origines font qu'il a un petit peu ce côté britannique et flegmatique.
Dans le groupe WhatsApp de Manchester City, il est surnommé le sèche-linge parce qu'il répond toujours de manière très froide, très sèche à ses coéquipiers. Donc, c'est le tumble dryer, je crois, en anglais. Et donc, voilà, son surnom dans le groupe, c'est le sèche-linge. Ouais. Sèche-cheveux pour Sir Alex Ferguson. On lui souhaite de finir avec de telles stats aussi. Hein. Bon, est-ce qu'on retrouve ça dans les chiffres, si on met ça à l'épreuve en tout cas? Est-ce que contre les équipes aujourd'hui, on va se concentrer sur le championnat d'Angleterre, bien évidemment, mais est-ce qu'on a cette confirmation par les chiffres de son efficacité dans les grands matchs? Mais voilà, si on observe sur les 5 dernières saisons, le nombre de fois où il a été efficace, on a vu qu'il avait été 63 fois efficace sur la saison. Et donc, il est 19 fois efficace contre des équipes du top 5. Donc, on a pris ses performances contre Manchester United, contre Chelsea, Arsenal, Liverpool et Tottenham. Et on voit en fait qu'il est 30% de son efficacité, elle se retrouve contre des équipes du top 5. Avec une performance exceptionnelle où il est 7 fois décisif contre Arsenal. Mais là, c'est par rapport aux discussions qu'on avait précédemment sur sa capacité aussi de jouer très vite en reconversion. On sait qu'Arsenal était une des plus mauvaises équipes sur les 2 ou les 3 dernières saisons en termes de reconversion rapide défensive. Et donc, probablement que là, il a pu utiliser cette arme contre eux. La plus grande difficulté, c'est contre les voisins de Manchester. C'est étonnant en termes de pression. Peut-être que c'est vraiment le match où il y a énormément de pression. Peut-être que là, il est un peu moins décisif. Mais ça correspond à 30%. 30% si va, par rapport aux autres, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est d'abord un chiffre conséquent ou pas, ça? Ah oui, c'est un chiffre conséquent. 30% de ses buts contre le top 6. Je ne sais pas vous le comparer aux autres maintenant, mais sur le nombre de matchs où il a participé et le nombre de matchs qu'il a joué contre des équipes du top 5, ça veut dire qu'un but sur 3, enfin, chaque fois, ou une fois sur 3 où il est décisif, c'est contre une équipe du top 6, sachant qu'il y a 20 équipes. Ça veut dire qu'il partage 70% sur 14 équipes. C'est magnifique. Mm-hmm. Il ne faut pas oublier que déjà à l'époque Wolfsburg, un de ses matchs références, c'est contre le Bayern. Il met 3 passes décisives, je pense, dans ce match-là, plus un but. Il détruit le Bayern à lui tout seul. Donc voilà, ça se confirme aussi dans ses premiers matchs en championnat de Belgique. C'est là aussi dans des playoffs et dans ces matchs-là qu'il s'est fait connaître. Donc il a toujours été un homme de grand match. Et par rapport à United, c'est peut-être l'effet Mourinho à United qui a quand même toujours des plans quasiment individuels sur le meilleur joueur de l'équipe adverse. Donc voilà, ceci explique peut-être aussi un peu. Bruno, tu les as commentés ces matchs-là. Est-ce qu'il y avait un plan anti-De Bruyne dans les matchs contre Mourinho? Mais, le plan, il doit tenir longtemps hein, parce qu'il y a des équipes qui tiennent un plan 2 minutes et ils vous plantent un assist à la 3e. Avec Mourinho, ça n'a pas spécialement fonctionné avec les Spurs de Tottenham, les plans, mais oui, il y a des plans à Mourinho parce qu'on joue très bas. Et donc, on n'a pas peur d'attendre la 95e minute pour aller chercher le but de la victoire hein, avec José. Donc, dans une équipe comme ça, c'est peut-être plus difficile aussi de trouver des espaces. Et Kevin a besoin de liberté. Il arrive toujours à en trouver. Mais bon, quand vous avez 25 joueurs qui jouent sur 20 mètres, c'est peut-être un rien plus difficile par moment. Hein. Ça s'appelle un confinement. Hein. Bon, Kevin a besoin de liberté. En fait, ça enclenche la question suivante, c'est de se demander comment est-ce qu'il est décisif. Parce que c'est aussi dans le modèle de jeu d'un joueur important de voir comment est-ce qu'une personnalité est décisive ou pas. Sur un tableau général d'abord, qu'est-ce qu'on constate? Voilà, ça c'est les chiffres de Manchester City. C'est sur quoi? C'est sur une saison ou plusieurs saisons ça? Non, c'est les 31 buts qu'il a marqués depuis son arrivée à City en Première Ligue. Et donc voilà, donc cette première partie de tableau que je partage avec vous, donc ça c'est le nombre de buts marqués, c'est la différence entre les buts à domicile et en déplacement, donc il marque quand même 2 tiers à domicile contre 1 tiers en déplacement. Il marque très très peu sur phases arrêtées, comme vous pouvez voir, là en gris ce sont les phases arrêtées, donc il est très important quand il marque de plein jeu. Et alors surtout ce qui est très intéressant, c'est que pour marquer, il n'attend pas que l'équipe adverse ou que l'adversaire faiblit, il marque dans les premiers quarts d'heure de chaque mi-temps.
Et donc, ça dénote qu'il n'a pas besoin il tremble pas, quoi. En fait, il tremble pas quand le match commence et il se dit pas je vais laisser passer l'orage et je vais venir après. Retour à la personnalité du gars encore. Bah oui, fatalement, tout est lié en fait. Hein. Ses performances sont liées à sa personnalité et ça se remarque dans ses statistiques lorsqu'il marque ses buts. Si on descend un peu plus bas et qu'on va un peu plus en profondeur pour comprendre l'origine des buts qu'il marque, ben on voit hein, les 3 buts qu'il a marqués sur phase arrêtée, donc set piece situation en anglais, ce sont 3 fois des buts sur coup franc direct. Il ne marque pas sur corner, il ne marque pas sur coup franc indirect, il ne marque pas sur entrée de touche et il ne marque pas sur penalty. Ici, on voit en fait que ça passe. C'est souvent l'origine des buts, sont souvent des ballons qui passent par l'axe. Et aussi, il a quelques buts marqués qui viennent des flancs. Comme par exemple, il a marqué 3 fois sur centre de la gauche et il a marqué 3 fois sur centre de la droite. Mais c'est essentiellement des ballons qui viennent de l'axe. Et donc, c'est typiquement… Ça, c'est les buts ou les assists? Ça, c'est l'origine des buts qu'il marque. L'origine, ok. Et alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que, et ça, on peut le voir dans le tableau, on le verra dans le tableau suivant, mais il a 15 buts marqués hors rectangle. Pour un milieu de terrain, quand on joue contre une défense ou un adversaire qui a un bloc bas et qui empêche de rentrer dans le rectangle, ça, c'est une arme fabuleuse parce que… oui, ça, Kevin le frappeur, est-ce qu'il y en a un qui a fait enfin, je suppose que tout le monde a déjà eu l'occasion de commenter un match avec lui, quand il nous met une de ces fameuses frappes au rectangle, c'est à peu près, c'est un des meilleurs pour le moment. Oui, en Angleterre, il y a eu Eriksen aussi du côté de Tottenham qui avait de jolies stats avec des frappes hors rectangle. Mais sa façon de se faire oublier à partir d'un flanc, que ce soit à gauche ou à droite, parce qu'il est dans tous les relais, puis à un moment donné, il vient se placer un peu dans l'axe du jeu, vous l'oubliez une demi-seconde et il a le cadre en lui, quoi. C'est ça son ordinateur de bord, hein. Il a le cadre, que ce soit pour la passe millimétrée ou pour la frappe millimétrée, il a la vision. Et puis il est parfait dans le système de Guardiola hein, qui lui demande d'aller soit sur les flancs, soit dans le deuxième couloir, là qu'on appelle maintenant half space, là un petit peu plus à l'intérieur du jeu, mais pas trop non plus, où il adore aller se promener là, prendre les initiatives, d'aller dans ces coins-là du jeu aussi pour distribuer ses passes et ses caviars pour les autres. Et puis oui, voilà, ça lui donne des solutions. Il bénéficie d'un jeu collectif parfaitement où il est et qui convient à son intelligence de jeu à lui aussi. Alors, c'est pas c'est caviar. Ça, je pense que c'est le truc sur lequel on peut s'arrêter peut-être un moment aussi, parce que là aussi, il y a sans doute des choses à voir. D'où partent ces passes décisives? Comment est-ce qu'il se comporte? Qu'est-ce qu'on peut faire comme, qu'est-ce qu'on peut avoir de significatif, en tout cas dans les chiffres? Ben, c'est très très complet, hein, comme voilà. Donc ça c'est le même tableau que précédemment, mais maintenant c'est avec ses assists. Ben voilà, hein, 63 passes décisives en première ligue. C'est partagé. On voit qu'il y a quand même 12 buts qui sont sur des phases arrêtées. On voit les corners. Il aime bien en fait profiter de ce corner sortant quand il le donne du côté droit et donc ça marche très bien. Voilà, donc en termes d'assist, on voit que c'est très complet. Il peut aussi bien se décaler sur les flancs que par le passage par l'axe. Voilà, on voit ici des ballons qui viennent de très loin, ce qui permet de jouer des reconversions rapides, des passages par l'axe. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est de voir en fait qu'il a délivré 9 assists sur des centres venant de la gauche. Donc, comme disait Pat en évoquant l'interview qu'il avait donnée, il a dit voilà, moi, ce qui est important, c'est peut-être que sur le système de départ, dans un 4-3-3, on me met sur le côté droit, mais dans l'animation, c'est le fait de pouvoir voyager partout sur le terrain et d'être celui qui reçoit le ballon comme relayeur et déterminer quelque chose de décisif, mais de partout. Et donc, c'est pas étonnant de le voir aussi bien sur des centres. Donc, il y en a quand même 16 qui viennent de la droite de ces deux zones, que du côté gauche, que dans le passage, dans des combinaisons de passes par l'axe. Donc, c'est fabuleux, quoi. Et en plus, avec sa patte extraordinaire, il peut distribuer des ballons sur des phases arrêtées. Donc, voilà.
Il y a Mhm. énormément de Voilà. choses positives. Efficacité, tactique, 28 dans le jeu placé, enfin, ça correspond un petit peu au style de l'équipe finalement. Il y a des liens privilégiés à City avec lui et d'autres. Oui, il y a le lien privilégié, c'est évidemment avec Agüero qui est un finisseur hors pair. Il est actuellement, donc avec les joueurs de City, il est celui qui a le plus de liens avec Kevin De Bruyne. Ils ont déjà, depuis qu'ils jouent ensemble, ils ont déjà été 21 fois, pardon, impliqués dans des buts tous les deux. Et donc, c'est le meilleur résultat de City pour le moment. Enfin, je sais pas, quand vous voyez Bruno, quand tu vois tous ces chiffres, Patrick, quand tu vois tous ces chiffres et tout ce qu'on peut montrer, est-ce que ça répond déjà en partie à la question qu'on se posait au début ou pas? Est-ce que c'est une référence? Est-ce qu'il y a, voilà, on sait évidemment que c'est un joueur extraordinaire, mais nous, la question qu'on voulait se poser, c'est est-ce que c'est le meilleur au monde? Si oui, peut-être pas de tous les joueurs, mais en tout cas, dans une position ou dans quelque chose de privilégié pour le moment. C'est vraiment une question compliquée parce qu'il occupe tout l'espace. Quand il est sur un flanc, il a la capacité de dribbler, d'envoyer des bons centres. Donc, il est un des meilleurs dans ce domaine-là. Quand il est plein axe, c'est qu'il a un peu d'espace, il peut frapper, il cadre. On l'a vu avec Christian, les stats de buts marqués. Il est un des meilleurs dans ce cadre-là. C'est un des meilleurs tisseurs de liens aussi qu'on puisse imaginer. Alors, il remplit tellement de cases, ce garçon-là, que il noie un peu le poisson en même temps, hein, parce qu'il est tellement bon dans tellement de domaines. Oui, c'est un des 5 meilleurs joueurs au monde aujourd'hui. Oui, je pense. Moi, je reprendrai une citation de Guardiola qui dit que De Bruyne voit des passes et des actions que les humains normaux ne savent pas voir. Il y a deux extraterrestres dans le foot, c'est Messi et Ronaldo. Et alors, on va rajouter De Bruyne. Si Guardiola le dit, c'est que c'est vrai. Oh, il n'y en a pas un à Anderlecht qui avait dit ça aussi, qui voyait des choses que les autres ne voyaient pas? Voilà, non, non, mais enfin, c'était évidemment pour en sourire, mais bon, je sais pas, moi, la question que je me pose en fait maintenant, c'est, on a vu, il est complet, il a tout. Bruno, tu nous dis qu'il fait partie des 5, certainement du top 5 mondial aujourd'hui. Patrick, tu es là, je suppose, pour le confirmer. Christian, par les chiffres, on a vu évidemment. Maintenant, la suite, ça veut dire quoi? Parce que moi, je note qu'il a que 28 ans. Je dis que 28 ans, parce qu'à 28 ans, finalement, un joueur de foot, il est en pleine maturité. Quand tu poses cette question, je pense à un joueur comme Fabregas, qui a des statistiques exceptionnelles aussi dans son parcours en première ligue, mais qui à un moment donné a perdu le moteur. Il avait toujours la vision du jeu, mais il a perdu un peu le moteur. Et tant que De Bruyne va avoir ce moteur-là, parce qu'il court partout, toute la largeur de la pelouse, c'est pour lui. Il va chercher des ballons très bas si c'est nécessaire. Il a un tempérament de feu. C'est pas pour rien que ses joues sont en feu dès qu'il est chaud, dès qu'il est prêt. Tant qu'il a ce moteur-là, qu'est-ce qui va l'arrêter? Je pense que rien ne va l'arrêter. Pour passer une étape suivante, on en revient à sa personnalité. En fait, je dirais, est-ce que lui va vouloir aller dans un club encore plus grand que Manchester City? Il y en a pas 5 dans le monde déjà de toute façon. Il faut pas oublier que un des derniers matchs qu'il a fait, c'est qu'il a détruit le Real à lui tout seul à Bernabeu. Florentino Pérez l'a peut-être vu. Et on sait bien que quand un joueur détruit le Real à Bernabeu, Pérez, il a envie de lâcher. Mais est-ce que De Bruyne a vraiment envie d'aller au Real dans cette politique-là? Pas sûr non plus. Pourtant, il pourrait aussi très fortement s'amuser là-bas, rejoindre Eden et rejoindre un Zidane qui a commencé, il faut le rappeler, attaquant gauche, et puis qui est descendu un petit peu dans le jeu et qui a peut-être un profil à la De Bruyne. On compare souvent à des Scholes, à d'autres joueurs du passé, mais la comparaison avec Zidane, il faut y penser aussi, hein, dans le chef de Kevin, même si c'est peut-être encore un petit peu moins soyeux que Zizou à l'époque. Est-ce qu'il y a un type, moi c'est la question que je me pose en fait par rapport à lui, est-ce qu'il y a un type d'équipe ou un type de jeu ou une structure tactique qui lui convient mieux que d'autres? Enfin, on l'a vu qu'il a su s'imposer dans le système de Guardiola, dans lequel c'est un jeu dominant et dans lequel on vient s'installer dans les 35-40 derniers mètres de l'adversaire. Mais quand il est arrivé à City, il était avec Pellegrini. Il a marqué 4 buts ou 5 buts sur des reconversions rapides. Donc, quelqu'un qui a la faculté de s'adapter et de jouer et d'être performant, comme on l'a vu dans les chiffres, dans tous les domaines de jeu, et qui a l'alternative du jeu posé, du jeu rapide, de la phase arrêtée, est-ce qu'il y a une équipe du top dans laquelle il ne pourrait pas s'insérer et jouer son rôle? Je ne sais pas.
pense qu'il est… Bon, puisque je reviens à la question initiale, on va faire le petit tour, puisqu'on arrive à la fin de du temps qu'on s'était fixé pour aujourd'hui. Donc, on avait une question de base. Je vous demandais évidemment de répondre à cette question de base. Mais Bruno, ton avis, c'est aujourd'hui le meilleur joueur du monde? Tu nous as parlé du top 5. Est-ce qu'il y a quelque chose encore à rajouter dans la conclusion? Non, joyeux dans le jeu, c'est ma conclusion. Et puis, c'est un garçon qui est tellement vif d'esprit. Il voit les choses, il a la technique et il a les poumons pour envoyer son intention. Donc, il a une intention qui peut s'incarner dans le jeu. Ça, je pense qu'il y a 3 joueurs au monde qui peuvent faire ça aujourd'hui. Cristiano Ronaldo, à travers son immense travail aussi, Messi et De Bruyne. Que l'intention s'enracine dans le jeu à un tel niveau, c'est un cadeau du ciel. Moi, je compléterai rapidement Bruno pour ma conclusion en disant que comme il est plus jeune que Messi et Ronaldo, je reviendrai prendre le mot que j'ai utilisé au tout début de l'émission pour dire que c'est le footballeur le plus moderne du monde actuellement. Et finalement, Christian, le but, c'était un petit peu de voir l'épreuve des faits et des chiffres. Alors justement, par rapport à ce que Patrick et Bruno viennent de dire maintenant, est-ce qu'on a eu la réponse qu'on voulait avoir? Je pense qu'à l'épreuve des faits, il est passé avec grande vis, puisque quand on observe sur les 5 dernières saisons, avec les 63 passes décisives en championnat national, il est à la hauteur de Lionel Messi et d'un autre joueur d'un championnat un peu moins important qui est Hakim Ziyech de l'Ajax. Donc, à l'épreuve des faits, c'est top. Ben voilà, Kevin De Bruyne est donc bien un des meilleurs joueurs du monde. Le meilleur, on ne sait pas, mais en tout cas un des meilleurs pour le moment. Il a passé haut la main cette étape des faits, des chiffres. Et donc, la seule chose, c'est qu'on espère que cette première, en tout cas sur Kevin De Bruyne, vous aura plu. On essaiera évidemment dans les semaines qui vont venir de vous en proposer d'autres. Il y a les diables, bien évidemment, puis il y a d'autres sujets de conversation qui peuvent être passionnants. Voilà, en tout cas, c'était une première pendant ce confinement. J'ai qu'une chose à vous dire. D'abord, merci à tous les trois. À très vite. Et puis, à vous aussi. À très vite. On espère vous retrouver. Restez bien prudents, en tout cas, chez vous. Soignez vos proches. Et puis, on pense très fort à tout le monde. À très, très vite. Bye bye.